à tous les trois. On va maintenant poser une autre question sous forme interrogative. Et si le travail en mobilité conciliait performance et bien-être des collaborateurs, pardon. Trois exemples encore, trois univers différents. On va prendre la direction de la SNCF et des gares. Robert Piana, qui a posé la question très précise sur la sécurité sociale, va nous dire comment, eh bien, dans vos équipements ferroviaires, il y a aussi la possibilité de travailler dans différents endroits en utilisant des aménagements existants. Arbor Télécentre, c'est dans les Côtes d'Armor et c'est avec Johan Kilgars qui anime ce réseau. On va voir comment des tiers-lieux ou des lieux communs peuvent être mis en place à l'échelle d'un territoire. Vous vous installez comme vous voulez, il n'y a pas de souci, je saurai vous reconnaître. Et puis on va terminer avec l'ARACT et Hélène Plassou qui est chargée de mission à l'ARACT pour nous parler de la manière dont on peut justement introduire du télétravail au bénéfice des salariés de l'entreprise. C'est comme ça que vous menez des études très précises au sein de l'ARACT pour savoir comment les choses se déploient. On va peut-être démarrer avec vous, Robert Piana, pour la SNCF. On va reprendre le micro main. Oui, je pense que ça sera plus confortable pour les intervenants et pour vous dans la salle, pour mieux vous entendre. Nous expliquer un petit peu l'origine du projet, qui est plus qu'un projet, parce que c'est une réalité aujourd'hui, hein, sur lequel vous travaillez en tant que responsable justement de cette démarche-là. Oui, donc, effectivement, bonjour à tous. J'ai lancé le travail bilocalisé en 2011 à Transilien, lorsque j'étais adjoint au directeur financier Transilien. Donc Transilien, c'est la région parisienne. Vous venez de la région parisienne de la région Île-de-France pour nous parler. On est heureux de vous accueillir. En Bretagne, alors ça va bien. À l'époque, on renégociait notre convention d'exploitation avec l'autorité organisatrice, qui est le STIF, et on nous reprochait, malgré les millions et les millions que l'autorité nous donnait, de ne pas être présent en gare lorsqu'on avait des situations perturbées. J'avais dans mon équipe des personnes qui avaient 2 heures de transport minimum par jour, à qui je proposais le télétravail, et qui me disaient non, moi le télétravail, non, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin de me maquiller, je veux rencontrer du monde, non, je ne veux pas rester à la maison. Et puis, j'avais constaté que dans notre patrimoine, on avait énormément d'espaces vacants en gare. Le patrimoine de la SNCF, hein, c'est ça, dans les infrastructures des gares. Ouais. En Ile-de-France, on avait une centaine de gares qui avaient des logements vacants. Et donc, j'ai proposé de... Les anciens logements du chef de gare, en fait, c'est ça. Tout à fait. Et donc, j'ai proposé de transformer ces espaces vacants en bureaux, ateliers pour accueillir nos agents, leur permettre de venir travailler 1-2 jours par semaine en gare proche de leur domicile. Et en contrepartie, parce que là j'avais mis une contrepartie, c'est que lorsqu'ils étaient en gare, ils étaient capables de donner des renseignements en renfort aux équipes de la gare en situation fortement perturbée. Ils sont pleinement agents SNCF, y compris sur site. Tout à fait. Donc ils mettent les gilets rouges, ils descendent et ils donnent le coup de main à l'agent de la gare qui est souvent tout seul. C'est-à-dire que dans les petites gares transilien, on a souvent un seul agent qui tient le bureau voyageurs. Et lorsqu'on a une situation perturbée où on a 200 personnes qui descendent subitement sur le quai, pour la prise en charge, c'est compliqué. C'est très compliqué. L'initiative que vous nous décrivez là, en quelques mots, elle a été lancée il y a combien de temps? On a un peu de recul aujourd'hui sur la démarche? J'ai proposé l'idée en 2011. On a démarré en 2012 avec 3 sites. Et là, aujourd'hui, on a une dizaine de sites où on a une 45 volontaires qui sont en bilocalisé. Alors pour l'instant, effectivement, ce sont des locaux qui n'accueillent que des salariés de la SNCF. Hein, tout à fait. C'est pas ouvert à d'autres. Mais c'est pas ouvert à d'autres, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, j'ai fait un peu évoluer le projet en ouvrant des sites pour des tiers, hein, en faisant des espaces de coworking en gare, où j'essaie d'accroître les sites disponibles pour nos agents. C'est-à-dire que dans chaque espace de coworking, j'essaie de réserver 2 postes pour les agents bilocalisés et le reste, je le confie à des experts. Alors, c'est pas des grandes surfaces, hein. Vous m'avez expliqué que c'est 200-300 mètres carrés, c'est ça. Les logements que nous avons sont entre 70 et 250 mètres carrés pour le plus grand. Pour le plus grand. Pour le plus grand. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on confie ces espaces à un exploitant, on lui confie une grappe de gare parce que sinon, son modèle économique ne tient pas la route. Et par contre, on lui réserve 2 postes pour la bilocalisation dès le départ. Et là, nous avons ouvert 4 sites en Ile-de-France,
un site à Fontainebleau, un autre à Drancy, Clichy-le-Valois et puis Neuilly-Porte-Maillot. Avec une condition sine qua non pour que ça fonctionne et qu'il y ait du monde, il faut que ça soit connecté, hein, ces Ah, sites. tout à fait, tout à fait. Le premier point, c'est qu'il faut que ça soit connecté. Et la plupart du temps, il faut qu'on ait la fibre. Si on n'a pas la fibre, ça ne fonctionne pas. C'est une limite au déploiement, justement, Oui, c'est une et à la limite. généralisation, C'est-à-dire finalement, que du concept. C'est une limite, ça dépend des territoires. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le développement de la fibre dépend des départements. Et pour certains départements, la fibre est très déployée. Et pour d'autres, ce n'est pas le cas. Et c'est un vrai frein pour déployer des petits espaces de coworking. Alors, vous nous disiez en préambule que vous étiez responsable, effectivement, au niveau du Transilien, donc l'Île-de-France. Oui. C'est une initiative qui pourrait faire des petits ailleurs dans l'Hexagone, par exemple ici en Bretagne? Alors, en Bretagne, dans le cadre du projet BMA, la région de Rennes a souhaité s'associer au projet bilocalisé. Donc, a effectivement ouvert 3 sites qui sont à Lamballe, Saint-Brieuc et Redon, et où, là, des statistiques que je connais, on n'a pas trop de monde, on a 2 personnes qui sont en bilocalisation, mais il s'avère qu'il y a aussi pas mal de bilocalisés, entre guillemets, sauvages. Hein. Non, mais ça c'est partout, en Ile-de-France c'est exactement pareil. Sauvages, c'est-à-dire qu'ils Qui ne sont pas encadrés par un avenant au contrat de travail, ouais. qui ne sont pas encadrés... Ça nous renvoie où les espaces ne sont pas forcément mis aux normes qui vont bien, où le système, tout ce qui est télécommunication n'est pas forcément au top niveau, mais qui ont l'avantage d'être proche du domicile. Donc ça, c'est pas neutre. C'est encadré par, évidemment, le droit du travail. Ah ben tout à fait, c'est-à-dire que ce dispositif est encadré comme pour le télétravail, avec un guide d'entretien entre le manager et... Oui, ça marche sur le double volontariat de l'employeur et du salarié. Exactement, tout à fait. Et là maintenant, nous sommes en train de travailler pour un déploiement national, c'est-à-dire que pour permettre à ce que la bilocalisation soit aussi possible sur tout le réseau national. Et ça, pour ce faire, on fait évoluer la réglementation. Et ça pourrait concerner à terme combien de personnes? Vous avez fait vos calculs? Non, je n'ai pas trop calculé. Non, disons que la limite du projet transilien, c'est qu'il était limité aux directions centrales et puis à la branche voyageurs. Là maintenant, la branche SNCF Réseau veut aussi... Ex-RFF, c'est ça? Ex-RFF et Infra. Souhaitent s'associer au projet parce que ça fait du monde supplémentaire. Tout à fait. Et si en plus on était au niveau national. Alors sur l'aspect national, il y a un point important, c'est que ça permettrait aussi de la mobilité, faciliter la mobilité entre région et Paris, où les agents qui habitent en province souvent ont des réticences pour venir à Paris parce que il faut quitter la région d'attache, on a son conjoint ou sa conjointe qui travaille, et donc on ne peut pas laisser la région comme ça. Et donc faciliter le bilocaliser en leur permettant de rester 2 jours par semaine sur leur région d'attache. Là, ça peut être... Ça commence à devenir envisageable. Oui. Robert Piana pour cette présentation très, très concrète. On n'est pas tellement loin, je me tourne vers vous, Johan Kilgars, on n'est pas tellement loin de ce que vous faites. Alors, c'est pas la SNCF, là en l'occurrence, mais c'est aussi la possibilité d'offrir des lieux de travail partagés, communs ou tiers-lieux, je ne sais pas quelle dénomination vous allez utiliser, au sein de ce projet Armor Télécentre dont vous avez la charge et dont vous allez pouvoir nous expliquer comment il fonctionne. On a compris que ça se passe dans les Côtes d'Armor. Oui, bonjour. Donc, effectivement, moi je travaille à l'agence de développement économique Côte d'Armor Développement et nous avons monté en partenariat avec les collectivités, les communautés de communes et les communautés d'agglomération un réseau de tiers-lieux, de télécentres. Donc il y a 12 sites sur le département. Donc, souvent dans des maisons de communautés de communes ou des bâtiments comme ça, hein, c'est ça? Alors oui, effectivement, c'est assez réparti. Il y a des sièges des communautés de communes donc qui accueillent des bureaux équipés. Il y a aussi des hôtels d'entreprise et des pépinières d'entreprise. À cela, il y a aussi des opérateurs privés qui se sont greffés au réseau et qui partagent aussi des bureaux au sein de leurs locaux. Alors vous nous avez donné le chiffre, mais vous allez nous le redonner. Il y en a une douzaine aujourd'hui, c'est ça? Oui, alors actuellement, il y a 12 télécentres. Donc c'est plutôt des petits télécentres, c'est entre 1 et 5 bureaux. Il y en a un peu plus important à Rostronin qui
bon, qui a du bureau fermé, des espaces de coworking, des salles de réunion. Globalement, ils sont tous équipés de salles de réunion, de visioconférences, et puis d'une connexion Internet. Alors, pas tous sur la fibre optique, non. C'est en cours de déploiement. Je ne pense pas que ce soit un réel frein. Bon. Alors, peut-être que pour répondre à ça, il faudrait que vous nous indiquiez le profil des utilisateurs. On rencontre qui dans ces centres-là? Alors, c'est ouvert à tout actif. Donc, on rencontre des professionnels indépendants, des gens qui sont en création d'entreprise, parfois des artisans qui ont besoin d'un bureau pour recevoir un client. On a également des consultants en mission temporaire sur le département. Donc, voilà, il y a un beau taux d'utilisation sur les 12. Là, vous avez un taux de remplissage qui progresse. Ça marche par le bouche à oreille peut-être aussi, par la recommandation? Alors oui, tout à fait. Il y a une fréquentation un peu inégale. Tous les télécentres ont leurs clients réguliers et fidèles. Après, les marges de progression, bon, ça va tranquillement. On a encore peu de salariés en télétravail. Ça, c'est un petit peu dommage parce que le réseau, on l'a d'abord créé pour eux. Qu'est-ce qui coince d'après vous? C'est l'employeur qui n'est pas encore prêt à on voit que c'est quand même aussi un peu compliqué. Il faut un avenant au contrat de travail. Et puis, sur les entreprises qui se décident à organiser le travail, à organiser le télétravail, le domicile est très largement privilégié. Privilégié, oui. Tout à fait. Vous n'avez pas de contrat, par exemple, avec une grande entreprise du secteur qui aurait pris un bureau ou deux à l'année? Ça n'existe pas, ça? Ça commence, mais c'est toujours pareil, c'est sur un peu des effets d'opportunité. Bon, par exemple, le conseil départemental des Côtes-d'Armor a développé relativement massivement le télétravail. Pour ses agents? Pour ses agents. Et il y a quelques agents où c'est compliqué ou pas possible de le faire à domicile pour des questions d'organisation personnelle, de connexion Internet, voilà. Et donc ils vont chez vous. Et voilà. Et donc là, voilà, ils trouvent une solution. Pour revenir justement à la problématique de cette table ronde, si le travail en mobilité concilié performance et bien-être des collaborateurs, sur ce volet du bien-être, est-ce que vous avez des indicateurs justement parmi les bénéficiaires de vos centres? Les gens sont satisfaits, ils y trouvent un équilibre, ou c'est difficile justement de savoir comment ça marche? Ils y trouvent une solution. Déjà, ils y trouvent une solution à proximité, soit de leur domicile, soit à proximité de leurs clients, parce que ça marche aussi dans les deux sens. C'est aussi des professionnels qui vont se rapprocher de leurs clients une ou deux journées par semaine. Donc là, on a par exemple des experts comptables qui en font un bureau secondaire. Voilà, après, c'est vrai que sur la partie télétravail salarié, on reste sur du travail pendulaire, c'est quelques jours par semaine. Au-delà, c'est peut-être un peu compliqué pour ces salariés. La suite, ça va être un déploiement sur d'autres sites ou la consolidation du réseau existant? Oui, déjà on essaye de consolider le réseau existant, de faire parler de l'offre, de développer l'offre, d'amener d'autres services. Après, on sent que aussi les tendances vont et les demandes vont sur des espaces plutôt de coworking. Donc, créer des télécentres qui mixent à la fois du bureau fermé pour de la confidentialité, pour un confort de travail, et aussi pour tout un public aussi d'indépendants, de jeunes créateurs là, qui ont besoin pour des effets de sociabilisation notamment, d'avoir ces lieux un peu plus ouverts et où ils peuvent échanger. Merci pour cette présentation et ces précisions, Johan Kilgars, animateur donc du réseau Armor Télécentre.
C'est peut-être à ce stade des questions que vous pouvez intervenir dans votre pratique professionnelle, Hélène Plassou, chargée de mission à l'ARACT, parce qu'on voit bien dans les deux exemples qui ont été donnés, les entreprises ou les opérateurs avancent un peu en marchant, et puis se posent des questions de savoir comment concilier à la fois les impératifs de l'organisation de l'entreprise, les attentes aussi des salariés. À l'ARACT, c'est dont je cherche depuis quelques instants la signification exacte de l'acronyme. Il y a les conditions de travail à la fin, ça je sais. L'association régionale de l'amélioration des De conditions. l'amélioration des conditions de travail, voilà, c'est ça. En fait, et donc vous êtes un poste d'expertise et d'observation privilégié, d'accompagnement aussi, de méthodologie. Nous, on a un organisme paritaire qui est chargé justement d'accompagner les entreprises pour améliorer les conditions de travail et la performance. Donc effectivement, le sujet du télétravail et de l'innovation sociale est au cœur de nos thématiques actuelles. Et je pense que ça va s'amplifier du fait justement des changements des modes de travail dont on a entendu largement parler. Alors, pour réagir un petit peu sur ce qu'on dit... et qui ne doivent pas tellement vous surprendre, j'imagine que c'est votre surprise, quotidien. En fait, parce que en fait, pourquoi l'ARACT est venu sur ce sujet qui est largement, c'est vieux, le télétravail, ça date des années 74. Au départ, c'était un rapport qui s'était fait pour les télématiques pour les femmes, et puis il n'y a toujours pas plus de 14% de salariés, en fait. Donc il y a des tiers-lieux. On voit qu'en Bretagne, on est très actif d'un point de vue, je veux dire, politique, c'est très porté. Mais on aborde sur des questions de la mobilité et sur du numérique. Et un peu moins souvent, et ça commence, et c'est pour ça qu'on est sur le sujet, en prenant en compte l'organisation du travail. On en a parlé, mais vraiment autour du travail. Donc effectivement, sur les tiers-lieux, pourquoi il n'y a pas peu de salariés finalement? C'est aussi parce que les salariés, s'ils font ce choix, c'est parce qu'ils préfèrent effectivement le domicile. Parce que c'est un mode d'organisation du travail qui est très spécifique quand on veut le mettre en place. Puisque on n'a pas tous les avantages du bureau, mais on n'a pas non plus tous les avantages du domicile. C'est un petit peu un entre-deux. Voilà, puis finalement, une entreprise qui voudrait se lancer, par rapport à d'autres formes d'organisation du travail, sa spécificité, on l'a vu un petit peu sur les aspects juridiques et puis les témoignages ce matin, c'est qu'elle doit être, elle est réversible, elle est forcément volontaire de la part du salarié et elle est forcément coopérative. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une décision unilatérale de l'employeur pour justement des évolutions technologiques qui dit tiens, hop, je vais mettre le télétravail. Parce qu'effectivement, il y a du coup derrière des problématiques de santé au travail, il y a un effet, comme toute forme d'organisation du travail, sur la santé et la qualité de vie du travail. Donc c'est tout le problème. Alors le A pour l'amélioration, mais aussi on pourrait le dire pour l'accompagnement que vous menez. Qu'est-ce que vous recommandez justement au regard des pratiques fines que vous avez avec les acteurs de ce territoire? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques justement qu'il convient d'encourager et puis des méthodes qu'il faut mieux tout de suite oublier? Alors nous on accompagne plutôt les PME. Donc en fait, mon expérience, elle vient des PME, même si effectivement on a l'expérience des grands groupes. Donc effectivement, la SNCF, la Caisse d'épargne, Groupama. Donc il y a beaucoup d'entreprises, surtout celles qui sont proches des technologies et des services. Maintenant, les PME, en fait, nous, on commence par analyser vraiment le travail, quoi. C'est-à-dire, alors sous l'angle des technologies, de l'accès aux technologies. Mais par contre du management aussi, puisque en fait le prérequis c'est la confiance. Donc il faut voir aussi comment on peut déléguer cette confiance, comment se passent les relations dans le travail et les relations de coopération. Parce qu'effectivement si on veut, il faut que ça passe par la coopération. Donc il faut quand même qu'on analyse ces questions-là. Et puis les questions spatio-temporelles, de mobilité, à la fois sur les questions du temps de travail, mais aussi de la mobilité. Donc, vous constatez une première étape, l'état des lieux. Si on veut réussir l'introduction au travail au bénéfice des deux parties, c'est vraiment partir du travail. C'est une étape qui est parfois un petit peu sous-estimée ou qu'on a tendance à chanter rapidement? En fait, oui, parce que quand les entreprises elles viennent pour nous dire je voudrais mettre en place le télétravail, souvent elles le font parce que maintenant on en parle et elles se rendent compte du risque juridique. Elles le font soit pour ça. Celles dont on s'occupe, elles le font pour saisir l'opportunité justement d'un changement organisationnel.
Donc en fait, nous on voit le télétravail qui n'est pas une solution à tout, parce qu'effectivement on entend le télétravail pour améliorer la qualité du travail, le télétravail pour améliorer la conciliation des temps et donc l'égalité professionnelle. Le télétravail serait la solution à tout. C'est trop simple. Voilà, donc en fait, c'est une des solutions. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que comme je vous disais, ça passe par le prérequis, c'est d'avoir une confiance, un mode management différent. C'est peut-être justement une opportunité à saisir pour justement changer notre mode de management aujourd'hui si important dont on a parlé ce matin, qui est la coopération et la confiance. Est-ce que la preuve par l'exemple peut aider? J'entends par là, est-ce que de voir comment d'autres organisations, d'autres entreprises se sont organisées, enfin ont choisi ce mode de télétravail peut aider un candidat à passer justement? Alors, ça peut inspirer. Après, nous, on part justement, on a une approche un peu différente. On part justement de cette analyse et on expérimente. C'est-à-dire qu'on va construire des espaces de discussion ou d'échange autour du télétravail avec des télétravailleurs volontaires, mais d'autres pas, puisqu'à chaque fois qu'il y a un télétravailleur, il va agir aussi avec d'autres qui ne sont pas en télétravail, parce que leur métier n'est pas possible ou parce qu'ils sont en relation de travail. C'est-à-dire qu'on peut être très usagers de nouvelles technologies, que ce ne soit pas un problème. Pour autant, ça va impacter mon collègue de travail. Donc, voilà. Donc, on expérimente et on ajuste. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'inspire effectivement de ce qui existe. Mais l'essentiel, c'est d'expérimenter soi-même pour l'ajuster. C'est ce que font les grandes entreprises. Hein. Vous disiez tout à l'heure, on a commencé comme ça, on développe comme ça. Voilà. C'est comme toute forme de changement d'organisation du travail, ça passe par... faut considérer que le travailleur, c'est l'expert de son travail. Donc, effectivement, ça peut être un peu... il faut faire attention de ne pas faire d'autres prescriptions. C'est-à-dire qu'on dit, le télétravail, on voit des accords cadres de grands groupes. Le télétravail, c'est un jour, tant de temps, etc. Peut-être pas. C'est peut-être plusieurs formes, ça dépend peut-être du type d'activité, des secteurs, et c'est peut-être à définir justement avec, voilà, qu'on part des situations de travail individuelles pour en faire un cadre collectif. Question pratique, je suis chef d'entreprise, j'ai envie d'expérimenter cette organisation dans ma PME, je m'adresse à l'ARACT, je vais avoir un délai de réponse assez rapide. Alors, je vais faire une analyse de votre demande, et puis je vais vérifier que vous avez une autre ambition que celle d'être sur une approche sociale ou individuelle pour justement pas être dans cette zone de travail gris, hein, puisque nous, on est sur des expérimentations, puisque nous, on intervient, mais dans une perspective de production de méthodologies, d'outils pour justement favoriser cette introduction au télétravail. Donc, on va voir si l'ambition, elle est plutôt organisationnelle. Donc là, ça va nous intéresser. Par contre, si c'est un appui pour avoir des avenants, contrats de travail. C'est pas votre rôle. Non, parce qu'il y a d'excellents cabinets d'avocats pour le faire. On l'a pu le constater ce matin. Voilà, c'est pas notre métier. Très bien. Merci beaucoup, Hélène Plassou, pour ce témoignage. Est-ce que vous avez des questions ou des envies de partage sur cette problématique? Monsieur, je viens vers vous. Bonjour, Patrick Roulet, président du Codespar. Moi, j'avais une question pour Monsieur Piana, puisque là, il est question de concilier performance et bien-être des collaborateurs. Comment s'est vécu le fait d'avoir une contrepartie finalement obligatoire, si j'ai bien compris, à la bilocalisation, et comment cette contrepartie, quand elle est exercée, c'est-à-dire que lorsque le salarié qui est dans sa fonction, je ne sais pas, de comptable, est appelé, et il doit être disponible dans un délai sans doute convenu à l'avance pour aller sur le quai, aider les voyageurs et les prendre en charge. Et comment ça, c'est cette contrepartie-là aussi et ce supplément de travail par rapport au contrat initial, puisqu'il était comptable, comment c'est pris en compte? Alors, effectivement, la contrepartie, elle est, comment dire, on a mis en place la contrepartie parce que, bon, statistiquement, c'était relativement marginal. C'est-à-dire qu'on a considéré que l'agent qui allait être en bilocalisé, il est avant tout payé pour faire le travail qu'il est censé faire sur le site principal. Mais par contre, donc, ce qui était important, c'est de pouvoir saisir l'opportunité de sa présence pour venir en renfort. Et là, cet aspect-là est assez bien vécu, en ce sens où avant de les mettre en bilocalisation, on fait des formations. C'est-à-dire qu'on fait une formation au risque ferroviaire et à la gestion des conflits.
Et vous parliez d'un comptable, par exemple un comptable qui vient, qui est en bilocalisation, ben, il découvre ses formations, il découvre l'entreprise sous un autre prisme. Et ça c'est très très important. Il découvre la maison SNCF avec un regard qu'il n'avait pas. Il voyait les comptes, il voyait peut-être ce que l'entreprise dépense, mais il ne voyait pas du tout ce qu'était la réalité du contact des voyageurs et de la prise en charge des voyageurs. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a mis beaucoup de souplesse pour la prise en charge des voyageurs. C'est-à-dire que le postulat qu'on a dit, c'est qu'il vient avant tout faire le travail pour lequel il est payé. Et donc, on a mis un système de réservation dans lequel il peut préciser, si, par exemple, de 10h à 11h, j'ai une téléconférence dans le cadre de mon travail. Donc ça passe avant le reste. Hein. Ça passe avant le reste. C'est prioritaire. Et donc là, je ne suis pas éligible pour être appelé. Et quand on fait le retour d'expérience, il s'avère que la première année où on a lancé ça sur la ligne N, on a eu une vingtaine d'appels à volontaires sur l'année pour une dizaine de collaborateurs. Il y a des collaborateurs qui n'ont jamais été sollicités. Là, les 2 dernières années, on n'a pas dépassé les 3 appels à volontaires, ce qui est même un peu dommage parce qu'on est obligé de refaire des formations parce que ils oublient. Ils n'ont pas été mis en situation. Et ça, c'est un peu dommage. Et sinon, ça a aussi l'avantage, c'est que ça crée un nouveau lien avec les agents de la gare. C'est-à-dire que ça fait un rapprochement vertical entre des agents de direction et des agents d'exécution au niveau local. Et c'est bon pour le management et la culture d'entreprise. C'est bon pour le management, pour la culture d'entreprise, ça crée une nouvelle communauté. C'est-à-dire que en retour d'expérience, on avait des agents qui nous disaient mais moi j'ai mes collègues du lundi, mardi, jeudi et mes collègues du mercredi, vendredi quand je suis bilocalisé. Et ça c'est aussi très important. Ça a créé même de la mobilité fonctionnelle en ce sens où on a eu un volontaire qui était informaticien au TER et qui a découvert le métier de la gare et qui maintenant est parti dirigeant de proximité à Reims et qui est très épanoui. Et ça se passe bien. Et donc ça fait de la mobilité fonctionnelle importante. Et puis, et comment dire, et ce qui a aussi énormément changé, c'était le regard des agents qui sont en gare, qui voyaient arriver des cadres de direction en disant mais qu'est-ce que c'est, ils vont venir nous fliquer, c'est pas possible. Et là où l'agent d'exécution en situation perturbée s'est retrouvé à diriger des cadres supérieurs et puis et d'autres cadres de la maison pour organiser la prise en charge des voyageurs, bah, il était un peu bluffé de voir que tout le monde était au garde à vous, que c'était lui qui était le patron, quoi. Voilà. Et ça change aussi les ça change regards énormément et les pratiques. le regard, oui, tout à fait. Merci beaucoup Robert Piana. Une autre question, puis je vois que l'heure tourne, on va arriver à la dernière table ronde. Moi, j'ai une question dirigée vers Johan. Finalement, la mise à disposition des locaux, c'est quelle nature de tarif? Parce que j'imagine qu'il y a un prix. Il est venu avec sa brochure? Non, peut-être pas. Oui, j'ai quelques brochures dans le sac. Alors effectivement, les télécentres là sont payants. Chaque télécentre a son propre tarif. C'est en gros entre 5 et 10 euros la demi-journée. Non, il y a des systèmes d'abonnement également. Là, c'est assez variable. Et, il y a un site internet peut-être où on retrouve toutes ces informations? Oui, alors armor-télécentre.fr. Donc voilà. là, vous avez le descriptif des 12 sites et les différentes prestations et les tarifs. On va pouvoir s'y référer alors. Et c'est aussi l'intérêt du tiers-lieu pour l'entreprise, c'est que c'est un coût, je suis d'accord, mais c'est un coût maîtrisé. Voilà, l'entreprise qui envoie un salarié en télétravail quelques jours par semaine sait exactement combien est-ce qu'il va payer pour quelle prestation. Et voilà, tout est clé en main. Ça répond aussi à une difficulté du télétravail à domicile, où des fois ça peut être un peu compliqué ou voire conflictuel. Vous êtes un facilitateur de télétravail. Merci à vous, merci à vous trois pour ces témoignages très, très complémentaires. Je vous propose qu'on accueille la dernière